Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire Occitanie Santé Numérique, comprendre la stratégie française d'accélération de la santé numérique. Vous pouvez poser vos questions via le chat Q&R en bas de votre écran. Les questions seront traitées à la fin de chaque intervention. Maintenant, je passe la parole à Jean-Louis Fraisse, administrateur de Digital 113 et copilote d'Occitanie Santé Numérique avec Dominique Pont. Eh bien, bonjour tout le monde, ravi de vous accueillir. Alors, une petite introduction rapide avant d'accueillir Dominique Pont et David Senati, ainsi que Emmanuel Leboudet, que je remercie d'être là. J'en redirai deux mots tout à l'heure. Euh, alors, pour resituer le contexte, je pense que la e-santé en France, on peut même dire en Europe, a été marquée ces derniers temps, ces dernières années ou derniers mois par deux bouleversements importants. Alors un, évidemment, très triste, qui est le Covid-19 et qui a montré l'importance que le numérique a pu prendre et qu'il pouvait apporter en termes de soutien, d'aide à la décision, aussi bien aux soignants qu'aux patients. On a beaucoup progressé. Et un deuxième fait qui a beaucoup changé l'e-santé en France et en Europe, c'est l'arrivée de Dominique Pont, qui marque la détermination de l'État à porter et structurer le numérique comme un vrai enjeu et comme un vrai outil dans la stratégie de santé française, mais également pour imposer notre savoir-faire en termes de santé numérique à l'étranger et constituer une vraie filière numérique. Alors ça s'est traduit par, il nous en reparlera de tout ça, bien sûr, Dominique, une gouvernance avec la délégation du numérique en santé, la structuration d'une équipe autour de Dominique et Laura, une feuille de route, la célèbre maison dont on ne parle plus évidemment, la plateforme Genius qui a été lancée et dont David nous reparlera tout à l'heure, des moyens importants financiers, on en reparlera. Et puis des mots-clés aussi qui nous animent, qui sont la co-construction avec le terrain, l'interopérabilité, l'éthique, l'humanisme et des outils inclusifs. Alors ça a démarré pratiquement maintenant il y a 4 ans avec un travail colossal qui a été fait à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ça va se traduire puisqu'on a vu tout le travail qui a été effectué, mais maintenant, les citoyens, les professionnels de santé ont envie de voir concrètement ce que ça donne. Et un des aspects, ça va être l'espace numérique de santé, mon espace de santé, dont on va reparler tout à l'heure. Donc, je vous le disais, je suis heureux d'accueillir en particulier Dominique avec son titre de responsable ministériel du numérique en santé aujourd'hui, et bien sûr David Senati, qui est directeur de projet à la délégation ministérielle du numérique en santé. Alors, deux mots pour situer dans quel contexte nous sommes. Donc, nous sommes dans un contexte piloté par Occitanie Santé Numérique. Occitanie Santé Numérique a été initié par Dominique Pont avec un comité stratégique qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois, qui regroupe la région Occitanie, qui regroupe l'ensemble des métropoles de la région, mais également qui regroupe l'ARS et qui regroupe la Direction générale des entreprises. Avec, suite à ce comité de pilotage stratégique, un comité opérationnel dont la première réunion a eu lieu la semaine dernière, qui était une réunion institutionnelle avec une trentaine de participants des institutions de toute la région Occitanie, avec une ambition qui est de contribuer avec évidemment tous les autres acteurs de la région qui travaillent déjà sur l'e-santé, bien sûr l'ARS dans le cadre de Convergence, mais aussi on reverra tout à l'heure la CPAM, mais aussi tous les autres acteurs dont le GRADE, mais et également tous les acteurs qui travaillent, je le redis à nouveau, en Occitanie sur la e-santé, avec quatre entre guillemets, axes importants et structurants. Le premier, ça en fait partie aujourd'hui, c'est de donner de l'information aux acteurs de la e-santé sur la région avec des angles d'attaque différents. Donc, première réunion aujourd'hui, je vous le disais, donc co-animée par Digital 113 et puis Eurobiomed à partir de la factory e-santé de Digital 113. Et ensuite, un deuxième axe sur l'espace numérique de santé dont Dominique va nous reparler, puisque vous savez que la Haute-Garonne a été sélectionnée pour être parmi les 3 pilotes de l'espace numérique de santé français, mon espace de santé, avec là aussi 3 axes. Un axe structurant où on va montrer un certain nombre
d'interopérabilité et puis de mise en œuvre de choses sur lesquelles Dominique travaille dans les couches basses de la maison depuis un moment, qui sont l'INS, qui sont le DMP et la messagerie de santé sécurisée, mais il nous en reparlera tout à l'heure. Et là, Occitanie Santé Numérique se met à la disposition du GRAD pour faire la preuve que tout ça va fonctionner pour être prêt en janvier 2022. Ensuite, un deuxième axe sur la partie, montrer aussi que des entreprises de la région qui vont collecter des données, par exemple, sur l'état de santé de patients, sont bien connectées avec des systèmes d'information d'hôpitaux, par exemple, ou le DMP, par exemple, également. Et un troisième qui est important, c'est aller au-devant du citoyen pour mieux faire connaître l'espace numérique de santé. Et là, on travaille en collaboration avec la CEPAM de manière à mettre des actions en place pour aller au-devant des citoyens, que ce soit dans des mairies de quartier, dans des CCAS, dans des maisons de la région, mais également avec dans les établissements de santé, mais également avec des gros acteurs de la région, puisqu'on a des discussions avec des grosses entreprises ainsi que la Poste. Donc, cette réunion va se dérouler en 2 temps. Un premier temps au cours duquel Dominique va nous faire un bilan de ma santé 2022 et va nous donner les perspectives pour savoir où on va, quelles sont les grandes étapes suivantes. Et puis un deuxième temps où David nous expliquera un peu tout ce qui se passe actuellement. Alors autour de Genius, bien évidemment, mais il y a le Ségur de la santé, il y a la stratégie d'accélération santé numérique, il y a le plan de relance. Donc vous verrez, tout ça n'aura plus de secret pour vous à la fin de cette réunion. Donc en tout cas, moi, à titre personnel, je suis très heureux de collaborer avec Dominique, bien sûr, avec David, avec Emmanuel. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, Dominique, à toi la parole. Bon, super, merci beaucoup Jean-Louis et bonjour à tous. Alors, ce qu'on vous propose là, dans cette première séquence, c'est que je vais partager une présentation. Je vous propose en fait de dérouler la présentation et puis ensuite de passer à une phase de questions-réponses. Dans cette présentation, donc moi, je vais me charger de plutôt présenter l'avancement de la feuille de route du numérique en santé. Je vais faire un focus particulier sur le financement des 2 milliards du Ségur pour que vous compreniez comment ça va être mis en œuvre, en fait, ces financements, puisque c'est quand même un financement historique dans le numérique en santé. Et ensuite, je terminerai par un point d'attention particulier sur mon espace santé, l'espace numérique de santé, et du fait que la Haute-Garonne a été désignée comme département pilote. Et David prendra les autres sujets, Genius, voilà, France Relance, toute la partie animation et stimulation de la filière du numérique en santé notamment. Donc, je vais partager un écran sur une présentation. Donc, je vous ai mis dans le chat, en fait, et rappelé en haut de ce transparent, l'endroit où vous pouvez vraiment suivre l'avancement de la feuille de route du numérique en santé. Ça, c'est le premier site qui est sur isanté.gouv.fr. Et David Senati, tout à l'heure, vous parlera du site Genius, qui est vraiment un site qui est fait pour tout le monde, notamment pour les entrepreneurs, pour vraiment suivre ce qui se passe dans le détail sur le numérique en santé. Alors, le principe général, je rappelle, c'est qu'en avril 2019, on a publié une feuille de route du numérique en santé avec une trentaine d'actions. Il y en avait 26 au démarrage, aujourd'hui il y en a 30, qui s'étalaient entre mi-2019 et mi-2022 et qui avait pour objectif d'accélérer le virage numérique dans le secteur de la santé autour de 5 grandes orientations. Des orientations autour de la restructuration de la gouvernance nationale et régionale du numérique en santé, une deuxième orientation autour de tout ce qui est sécurité et interopérabilité des systèmes d'information. La troisième orientation autour du déploiement de services socles nationaux qu'on demande de voir déployés sur tout le territoire français. Une quatrième orientation autour de plateformes nationales, à nouveau portées par l'État, je vais en reparler, notamment l'espace numérique de santé. Et une cinquième orientation autour de tout ce qui est financement, accompagnement, formation, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les 30 actions de la feuille de route. Sur le chat, je vous ai mis le lien et puis vous l'avez en haut de cette page qui vous permet de rentrer dans le détail. Il y a des rapports d'avancement qui sont assez didactiques et bien faits. Donc, je vais essayer de plutôt prioriser des points clés autour du financement. En amont de ça, donc, ce dont parlait Jean-Louis, c'est que la feuille de route du numérique en santé, elle est résumée sur cette maison. Donc, les 30 actions dont je parle,
elles sont résumées sur cette maison. Le principe général, c'est on croit que la seule solution pour faire progresser notre pays en matière de numérique en santé, c'est qu'il y ait une dynamique collective. Ça ne va pas venir tout cuit des pouvoirs publics, ça ne va pas venir tout cuit même d'un industriel qui inventerait toutes les solutions numériques. Ça va venir, si on veut que notre pays avance et soit leader en matière de numérique en santé, à la fois pour mieux soigner, mais aussi en fait pour créer des filières, créer des emplois et relancer l'économie de notre pays, ça nécessite qu'on avance de façon collective, pouvoir public, industriel, professionnel de santé, établissement de santé, dans le sanitaire ou médico-social. Et pour avancer de façon collective, cette feuille de route, elle propose d'abord de fixer un cadre de valeurs. On assume qu'on veut en France, on n'est pas américain, on n'est pas chinois, il n'y a aucun jugement de valeur. C'est juste qu'il faut défendre notre spécificité, notre tradition de pensée, notre culture. On veut un numérique en santé qui soit humaniste. On ne sera pas les meilleurs du monde peut-être, mais nous, dans notre modèle, à nous du numérique en santé, on veut être citoyen. On veut d'abord que ça serve le citoyen français, tous les citoyens français. On veut que ça se fasse dans un cadre éthique et pas uniquement le RGPD. L'éthique, ça va très au-delà de la sécurité numérique. C'est un vrai questionnement perpétuel dont l'éthique est au cœur de toute la feuille de route du numérique. Et on veut être souverain. Voilà, quand il y a 15 ans, je disais qu'il fallait vraiment militer pour être souverain en matière de numérique en France, en Europe. C'était ringard il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est à la mode, mais je maintiens cette vision que si on veut être maître de notre destin, eh bien, il faut être souverain. On ne doit pas finir chez les GAFAM. Voilà, clairement. Et donc, dans ce cadre de valeurs, ensuite, la vision qu'on a proposée, c'est de dire, comme c'est un bordel incroyable depuis 15 ans, parce que comme il n'y a pas eu de volontarisme politique sur le sujet, les logiciels ont fleuri partout dans les hôpitaux, chez les médecins, dans les pharmacies, dans les EHPAD, partout, sans règles communes, sans socle commun. Les logiciels ne parlent pas entre eux, il y a des failles de sécurité partout. On a laissé faire le bordel. Donc, clairement, comme je ne crois pas que l'État va pouvoir tout faire, par contre, l'État doit jouer à nouveau un rôle hyper volontariste en créant les fondations numériques de la e-santé en France. Ces fondations numériques, elles sont représentées selon les fondations de cette maison. D'abord des référentiels. C'est quoi des référentiels? C'est des règles. C'est une doctrine numérique en santé, une doctrine technique du numérique en santé. C'est des référentiels de sécurité, d'interopérabilité et d'éthique qui vont être coercitifs, en disant qu'ils sont opposables. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de financement public si tel ou tel industriel, tel ou tel professionnel de santé, tel ou tel établissement de santé ne respecte pas ce cadre-là. Point. Voilà. Deuxième point, l'État construit les référentiels d'annuaires. Voilà. Le nouveau répertoire des professionnels de santé, chacun se l'invente dans son logiciel. Aujourd'hui, on dit non, il y a une référence nationale accessible, gratuite, en API. Voilà, tout le monde peut s'appuyer sur le même référentiel des professionnels de santé, le même référentiel, ce qu'on appelle le ROR de l'offre de soins, le même répertoire des entreprises et des structures juridiques qui travaillent dans le domaine de santé, ce qu'on appelle FINES. Et bien sûr, l'identifiant et l'identité numérique du patient, du citoyen, de l'usager du système de santé. On a franchement déconné depuis 15 ans en créant, autant qu'il y a d'outils numériques en France, il y a des identités différentes pour les patients eux-mêmes. Après, on a remis une couche avec les régions qui ont refait leur plateforme d'identité. Franchement, là, on a déconné. Donc, là, on a remis en place un référentiel d'annuaire pour identifier de façon sécurisée chaque Français. C'est ce qu'on appelle l'INS, l'identité nationale de santé, avec un téléservice accessible en API, et tous les industriels doivent implémenter cette INS en France. Au-dessus de ça, en orange, vous avez tout ce qui est authentification, avec des normes d'authentification. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. France Connect qui va évoluer pour les applications de santé citoyenne. Pro Santé Connect qui est le miroir de France Connect pour les pros. Dès lors que vous authentifiez, vous identifiez un professionnel de santé, vous devez vous baser sur ces normes de jetons d'authentification. L'État au-dessus, vous avez toujours en orange, propose quoi? Une application carte vitale qui va être dématérialisée, qui va être généralisée en version smartphone à partir de juillet 2022, à la fois pour s'authentifier sur des applications numériques de santé citoyenne, mais aussi pour faire tout ce que permet de faire la carte vitale, pour les transmissions des feuilles de soins, etc. Et de la même façon, les professionnels de santé, c'est déjà prêt aujourd'hui. Ils ont la possibilité de télécharger une carte
de professionnels de santé dématérialisés sur le smartphone pour s'authentifier avec les bons niveaux de sécurité en mobilité, etc. Donc ça, l'État dit, nous, on vous propose toutes ces briques et on les rend opposables. Vous devez les implémenter dans les logiciels. Par contre, l'État ne va pas créer l'innovation. L'État ne va pas faire l'innovation. L'État ne va pas faire de la valeur ajoutée. L'État, comme dans une ville, fait le code d'urbanisme, fait les routes, les ponts, mais ne fabrique pas les maisons. Les maisons, c'est à vous, c'est aux industriels de les construire, c'est aux startups d'innover. Mais les maisons doivent s'appuyer sur le code d'urbanisme et doivent se connecter aux routes, aux ponts ou tout à l'égout proposés par les pouvoirs publics. Donc, au-dessus de ces référentiels socles, il y a des services socles. Ces services socles, c'est, retenez les principaux, c'est le DMP qu'on est en train de complètement refigurer et qui sera une brique de l'espace numérique de santé accessible en API à nouveau, pour que ça soit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus interopérable, et un espace de confiance de messagerie sécurisée de santé pour éviter que les données de santé se baladent sur Gmail ou WhatsApp. Donc, avec un référentiel ouvert à des messageries privées, publiques, etc., mais interopérables dans un même espace. Ces messageries sécurisées de santé se déploient dans le secteur sanitaire, dans le secteur médico-social et bientôt pour chaque citoyen français. On aura tous notre adresse de messagerie sécurisée de santé dans l'espace numérique de santé pour dialoguer, pour recevoir des données de façon sécurisée avec nos professionnels de santé. Et dans les nuages, vous avez tout un tas de dispositifs d'accompagnement. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Il y a plein de plans. On pourra y revenir s'il y a des questions. Je vais rentrer plutôt dans le détail d'un gros plan d'accompagnement, donc un très gros nuage là, qui est ce qu'on appelle le Ségur. Juste vous dire que toutes les actions, je ne suis pas rentré dans tous les détails, il y a plein de sujets dans ces 30 actions et de cette maison. Je voulais juste vous dire que on a créé la délégation du numérique en santé qui dépend du ministre pour être chef d'orchestre. On a transformé l'ASIP Santé en agence du numérique en santé. On a aligné l'ADGOS, les ARS, les grades, l'assurance maladie sur la vision de cette maison. On avance à marche forcée au niveau des pouvoirs publics. Aujourd'hui, les industriels suivent, les syndicats de professionnels suivent, les fédérations hospitalières suivent. En fait, on n'est pas dans la phase de concept, là, on est dans la phase où on a développé ces trucs et on est en train de les déployer. Donc, pour les déployer, en fait, on a eu la chance d'être suivi par Olivier Véran sur le fait qu'il fallait vraiment mettre des gros moyens pour accélérer la mise en œuvre de cette maison, la mise en œuvre de cette feuille de route, c'est-à-dire de déployer ces services socles un peu partout dans les logiciels en France. Donc, pour ça, le principe du Ségur numérique de la santé, c'est qu'il y avait un contexte, c'est-à-dire qu'on voulait globalement une vision très citoyenne, ce que je disais tout à l'heure, où les citoyens ils puissent être acteurs de leur santé au travers du numérique, en déployant la télémédecine et en déployant l'espace numérique de santé, qui sera vraiment l'outil de référence en France vu du citoyen. Et au-delà de ça, il fallait améliorer les conditions de travail des professionnels de santé en accélérant l'interopérabilité entre les logiciels pour qu'il y ait des vrais parcours de santé numérique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il y a des problèmes d'interopérabilité partout en France entre les logiciels. Donc, l'ambition du Ségur, c'est de déployer la maison, de déployer les services socles pour permettre et de généraliser en France, sur tout le territoire, dans tous les logiciels français, le partage fluide et sécurisé de données de santé entre professionnels et avec l'usager. Donc, le gros focus du Ségur, c'est déployer la maison pour partager de façon sécurisée les données de santé. Pour ça, il y a 2 milliards, vous l'avez dans la colonne de droite, 1,4 milliard sur un plan à 3 ans, plutôt pour le secteur sanitaire, et un plan sur 5 ans dédié au secteur médico-social qui avait été très peu soutenu jusqu'à présent en matière de e-santé. Et là, on veut vraiment mettre le paquet pour que le secteur médico-social se retrouve au même niveau que le sanitaire, mais toujours avec les mêmes objectifs, la même vision, la même doctrine, la même maison, etc., etc. Et pour ça, en gros, vous avez en bas de cet écran, les ordres de grandeur qu'on veut, c'est qu'on veut multiplier entre 50 et 100 les ordres de grandeur de volume de partage sécurisé de données de santé en France d'ici 2 ans. Voilà, on veut vraiment franchir un cap, qu'il y a un gap et une marche majeure qui a été franchie. Et là, vous voyez que ça dépend des pouvoirs publics qui créent ces référentiels SOC, qui créent les plateformes, qui créent le cadre, qui créent l'éthique, mais des industriels qui vont devoir mettre à jour leurs logiciels et qui vont être financés, et des professionnels d'établissements de santé qui vont jouer le jeu du partage des données de santé, et du citoyen qui devra jouer le jeu aussi de se saisir de ces outils numériques dans une vision collective, solidaire, pour qu'on crée un numérique en santé souverain. Donc, par rapport à ça,
le truc qu'il faut retenir d'important du Ségur dans les objectifs, c'est qu'on a fixé 4 briques prioritaires à la maison qui doivent être déployées dans tous les logiciels de santé en France. C'est le connecteur DMP, vous avez ça en bas à droite, le connecteur de messagerie sécurisée de santé, l'identité nationale de santé avec le téléservice qui est prêt, et la brique d'authentification Pro Santé Connect, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est l'espèce de France Connect dans le secteur de la santé. Ces 4 briques, c'est ça la priorité. Et ça, on veut que ça se déploie à horizon de 12-18 mois. On veut qu'il y ait un effet massif de déploiement dans tous les logiciels en France. Pour faire quoi? Donc ça, c'est les trucs techniques. Pour faire quoi? Pour partager, vous avez ça dans la partie gauche du schéma, les lettres de sortie et les comptes rendus de sortie d'hospitalisation, les résultats de biologie, les comptes rendus d'imagerie, les ordonnances, etc., entre les professionnels de santé, du médico-social et du sanitaire et avec le patient lui-même. Ça, c'est l'objectif. On met le paquet, on a une vision maintenant, les téléservices sont prêts pour que ça soit déployé partout en France. Et si on arrive à faire ça, on n'aura pas tout résolu, ça ne sera pas parfait bien sûr, mais on aura vraiment franchi une étape clé en France. Donc pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les slides parce que ça, c'était des transparents qu'on a présentés à un comité de pilotage. Mais pour vous fixer les idées, le principe, il est résumé sur ce transparent. C'est qu'on veut, et ça, c'est une révolution majeure en France, on veut maintenant, de la même façon que l'État a repris la main sur la doctrine, sur les référentiels, sur les services nationaux socle, on veut que l'État reprenne la main aussi sur les mécanismes de financement. Donc, en colonne, on va financer à l'équipement, c'est-à-dire avec un financement fléché aux industriels, aux start-upers, aux éditeurs, où en gros, ce qu'ils devront faire, c'est qu'ils devront respecter un cahier des charges, candidater à une labellisation et dès lors qu'ils auront le tampon, le label Ségur, ils pourront bénéficier d'un financement direct de l'État. Donc les industriels, financement à l'équipement, ils devront non seulement, on finance leur développement et leur installation chez leurs clients. Et ensuite, pour les établissements de santé, les professionnels de santé, du sanitaire ou du médico-social, il y aura un financement à l'usage où, dès lors qu'un établissement joue le jeu de partager les données de santé, je sais pas, un établissement de santé qui joue le jeu d'envoyer son compte rendu d'hospitalisation, son ordonnance de sortie au médecin traitant, à la pharmacie et au patient lui-même, dès lors qu'il joue le jeu de l'usage et du partage des données de santé sécurisées, sur cet usage-là, il aura aussi des possibilités de financement. Ça, ce sont les mesures incitatives. Mais depuis le début, on ne croit pas qu'à l'incitatif, on croit aussi au coercitif. Au bout d'un moment, il faut se donner aussi les moyens de faire respecter les principes qu'on a posés collectivement ensemble. Donc, derrière ça, il y a des lois, des articles de loi, des décrets, des modalités d'application qui rendent opposable maintenant en France le partage sécurisé des données de santé, à la fois pour les industriels, pour les pouvoirs publics et pour les professionnels de santé. Et on ira jusque, je ne vais pas rentrer dans tous les détails encore une fois, jusqu'au conditionnement de financement des professionnels de santé et des établissements de santé, pas juste pour les programmes, mais dans leur financement tout court, récurrent, au fait qu'ils respectent des principes numériques de partage sécurisé de données de santé. C'est ce qu'on appelle par exemple le financement IFAC pour les établissements de santé. Donc, vous voyez, on est dans l'incitatif, on a posé une vision, on a développé nous maintenant les fondations de la maison, maintenant on dit on doit y aller, quoi. Donc, par rapport à ça, ce qu'on fait, donc je ne rentre pas dans tous les détails, il y a toute une gouvernance qui donne la part belle au terrain, c'est-à-dire c'est fait tout ça au travers de ce qu'on appelle des task force métiers. On réunit des médecins, on réunit des directeurs d'hôpitaux, on réunit des directeurs de systèmes d'information, on réunit des industriels qui bossent avec nous sur des task force pour l'hôpital, pour les cabinets de radiologie, les labos de biologie, dans le médico-social, dans le sanitaire, des hôpitaux publics, privés. On bosse tout ça, donc il y a énormément de task force qui ont été créés et qui décrivent le cahier des charges en fait, que devront respecter les éditeurs, les médecins, les professionnels de santé et les hôpitaux. Et ça va se traduire par 2 documents clés. Un document technique, qui est un document de labellisation, où seront décrites les exigences. Donc, un industriel qui dit « je veux pouvoir bénéficier d'un financement », il regardera s'il remplit les exigences de labellisation qui seront décrites dans le dossier de spécification. Je vais vous dire à quelle échéance ça arrive juste après. Et ensuite, il y aura un document plus administratif qu'on appelle le document d'appel à financement qui décrira tout le reste, les critères d'éligibilité, combien on touche, quand ça va être versé et tout ça. Et donc, tout ça, ça va être dans une espèce de gros macro-planning que vous avez à l'écran.
Donc, il y aura des dossiers de spécification et des appels à financement. Vous voyez, c'est les losanges que vous voyez en début, là, qui vont sortir dès cet été. Et vous avez des spécifications par task force, la biologie, la radiologie, l'hôpital, les médecins de ville, les pharmacies de ville, le médico-social. Donc, vous voyez là sur le macro-planning, et encore une fois, tous ces slides pourront vous être partagés, bien entendu. Jean-Louis vous enverra tout ça. En fait, vous voyez, on lance une première vague d'appels à financement qui va démarrer cet été. Donc, vous voyez, avec les espèces de losanges bleus. Bon, on lance ça, on le publie. À partir de là, il y aura un principe par l'Agence du numérique en santé de labellisation des logiciels. Donc, un industriel qui veut candidater au financement Ségur, il lit le dossier de spécification, il lit le dossier d'appel à financement, il candidate à la labellisation, il fait les développements aussi pour intégrer DMP, messagerie sécurisée de santé, INS, ProSanté Connect. Et ensuite, il dit, je le déploie chez mes clients, il est éligible à cette labellisation, il a le tampon de l'Agence du numérique en santé qui dit il a bien respecté ses normes, donc avec des plateformes de test. Et à partir de là, dès lors qu'il l'installe chez son client, il touche le financement. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est une première vague, vous voyez, qui en gros, vous voyez, c'est les traits pleins horizontaux qui s'étendent de mi-2021 à mi-2022. Et il y aura une deuxième vague de financement avec d'autres spécifications techniques pour encore améliorer les choses en pointillé qui s'étendra entre mi-2022 et mi-2023. Donc, voilà, en gros, le principe, c'est ça. Et le cahier des charges, pour vous montrer, mais on ne va pas tout lire, bien sûr, mais pour vous montrer qu'en fait, logiciel par logiciel, task force par task force, on a décrit précisément, techniquement, selon quelle norme, selon quel niveau de structuration, etc., via le DMP, via la messagerie sécurisée, via le ProSanté Connect et via l'identité nationale de santé, quelles données on veut voir partagées. Donc, tout ça, c'est un tableau de synthèse en disant ça sera telle norme du CDA, R2 niveau 1 la radio, pour les comptes rendus de radio, ça sera du niveau 3 pour la biologie, selon telle norme, avec telle plateforme de test où vous pourrez tester vos logiciels en mode bac à sable, etc. etc. Bon, tout ça, c'est vraiment décrit. Bon, on a énormément bossé pour arriver à ça. Donc, les débuts d'appel à financement, c'est pour cet été et la rentrée de septembre. Donc, c'est vraiment maintenant qu'on rentre dans le concret du financement. Donc, le principe, c'est que ça sera un mécanisme ouvert et non sélectif. Voilà. Et derrière ça, il y aura aussi un financement à l'usage pour les établissements de santé, pour les EHPAD, pour les cabinets médicaux, pour les pharmacies, pour tout le monde, pour les labos de bio, dès lors qu'ils envoient des documents dans le DMP. Voilà, les lettres de liaison, vous avez ça en haut de ce schéma, ordonnance de sortie, compte rendu de bio, compte rendu de radio. Dès lors qu'ils l'envoient dans le DMP, c'est le petit 1, le volet 1, et dans la messagerie sécurisée de santé, pour l'usager notamment et pour les professionnels de santé, dès lors que l'établissement prouve qu'il envoie ça, indexé sur l'identité nationale de santé, dès lors qu'il envoie ces documents-là, il touche lui aussi des financements Ségur. Dernier truc important, c'est que le secteur médico-social nécessitait et méritait une feuille de route et un financement dédié. Donc là, comme on part d'un peu plus loin du point de vue de l'organisation, de la culture numérique, etc., on a lancé, donc avec une grosse partie de l'enveloppe, donc 630 millions d'euros. Là, on a démarré un petit crédit d'amorçage de 30 millions pour roder les processus. Le principe, c'est de respecter les fondations de la maison, le partage sécurisé des données de santé, mais en plus d'aider à l'équipement des établissements médico-sociaux de ce qu'on appelle un dossier d'usager informatisé, qui est l'équivalent du dossier patient dans un hôpital, un DUI, voilà, l'acronyme c'est ça. Et donc là, il y aura ce financement à hauteur de 600 millions d'euros supplémentaires aux 630. Et là, le déploiement, on se donne un peu plus de temps parce que ça sera plus long probablement, de 600 millions d'euros, avec des spécifications, avec des appels à projets territoriaux et nationaux. Mais l'objectif, ça sera que chaque ESMS ait un dossier d'usager informatisé compatible avec le DMP, l'identité nationale de santé, ProSanté Connect et la messagerie. Donc, en gros, vous voyez, il y aura le temps 1 des premiers crédits d'amorçage qui ont démarré. Temps 2, il y aura des crédits tout ça, ça va être rendu public, des crédits pour petit à petit équiper des établissements, ce qu'on appelle des ESMS, les équiper de dossiers usagers informatisés avec des logiciels tamponnés, labellisés, Ségur compatibles. Et en gros, bon voilà, il y aura des vagues. Vous voyez,
2022, 85 millions, 2023, 105, 2014, 125, 2015, etc. Et notre objectif, vous voyez, en gros, on essaye de se donner un objectif d'équiper d'ici 5 ans avec des logiciels compatibles 75% des établissements médico-sociaux. Et il y en a énormément. Vous voyez, en 2025, dans le tableau, le nombre de SMS, c'est en gros, c'est 7000. Voilà, donc, bon, vous voyez, en 2025, 7000. Au total, on en aura équipé 30 000. Donc, on est sur des plans de très grande envergure. Donc, voilà le focus Ségur. Je vais terminer. Soyez encore un tout petit peu patient. Je sais bien que c'est un peu lourd ces présentations. Mais je vais vous parler maintenant de mon espace santé, qui est le dernier volet de la maison, ce que vous avez vu tout à l'heure quand je présentais le schéma de la maison. Donc, en gros, l'espace numérique de santé, qui est une plateforme citoyenne qui va être ouverte en opt-out, c'est-à-dire par défaut, automatiquement pour tous les citoyens français à partir du 1er janvier 2022. Cette plateforme, c'est la plateforme de référence hébergée en France, souveraine, citoyenne, qui est une plateforme dont le contenant, dont la base, dont le socle est construit par les pouvoirs publics, mais qui est enrichie de services à valeur ajoutée et de données par les startups, par les industriels. C'est une plateforme ouverte, c'est une plateforme inclusive. Elle va s'appeler Mon Espace Santé. Bon, vous avez en gros la charte graphique qui va être déployée sur les stores et tout ça. Donc, le principe, c'est que le dossier médical partagé sera intégré à l'intérieur de l'espace numérique de santé. Ça fait plus d'1 an et demi que l'assurance maladie, à qui on a confié le développement de Mon Espace Santé, est en train de l'intégrer à l'intérieur de Mon Espace Santé. Ça ne deviendra pas un front office, ça ne sera pas une app, le DMP, ça sera une brique technique qu'on aura en back-office de Mon Espace Santé pour faire du stockage sécurisé de documents médicaux. Donc, vous voyez ensuite qu'il sera créé en opt-out, donc ce que je vous disais, en janvier 2022. Et donc, ça substituera l'application DMP patient. Pour les professionnels de santé, leurs connecteurs DMP marcheront toujours, mais ils pourront aussi utiliser désormais la messagerie sécurisée de santé de leur logiciel pour dialoguer avec le patient lui-même. Et ensuite, à l'intérieur, on va en parler, il y aura tout un tas d'API rendus publics pour que tous les auditeurs, avec le DMP et la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans Mon Espace Santé? Dans cette plateforme citoyenne sécurisée, il y a le dossier médical partagé reconfiguré, retravaillé beaucoup plus à la main du citoyen. Nous, ce qu'on veut, c'est que le patron des données de santé, ça ne soit pas les pouvoirs publics, ça ne soit pas les boîtes, ça ne soit pas les professionnels de santé, c'est le citoyen lui-même. C'est lui qui récupère ses données, c'est lui qui gère ses consentements, c'est lui qu'il faut éduquer, c'est ses données à lui au fond, c'est aux patients, c'est aux citoyens. Donc, il aura son dossier médical avec beaucoup plus de possibilités de mettre lui-même ses données de santé. Je ne sais pas, prendre en photo un document médical qu'il a mis dans son armoire, renseigner ses antécédents, saisir ses allergies. Il y a vraiment une logique de rendre chaque citoyen acteur de sa santé, voilà, et responsable. Il aura sa messagerie sécurisée de santé, compatible avec celle des professionnels. Il aura un agenda où il pourra stocker ses événements santé. Et surtout, et c'est ça le point le plus important, David en parlera aussi tout à l'heure, il y aura un store, on va l'appeler un catalogue de services pour ne pas utiliser des anglicismes, qui en gros est un principe de référencement de toutes les apps que notre écosystème peut développer de santé citoyenne, très large, parcours de soins, télémédecine, bien-être, dispositif médical connecté, outils de prévention, digital therapeutics. Tous ces outils développés par notre écosystème qui est riche, ils auront vocation à candidater à ce store de l'espace numérique de santé dès lors qu'ils proposent un service aux gens, aux usagers, aux citoyens. Et ces applications, elles devront évidemment respecter les fondations de la maison, elles devront respecter un cadre éthique. Tout ça, ça va être publié d'ici la fin de l'année. Et ces applications, dès lors qu'elles seront référencées, c'est le citoyen qui pourra décider, s'il le souhaite, en tout cas, de les connecter à son DMP, à son agenda de santé et à sa messagerie sécurisée de santé. Exactement comme quand on télécharge une app dans le store, Apple ou Google, et qu'on nous demande de la synchroniser avec notre agenda ou notre messagerie. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme inclusive et avec la main donnée aux citoyens pour connecter, pour donner les consentements. Donc, par rapport à ça, le planning de Mon Espace Santé, c'est
Effectivement, comme l'a dit Jean-Louis, et c'est une super opportunité pour notre département, la Somme, la Loire-Atlantique et la Haute-Garonne ont été désignés territoires pilotes de mon espace santé dès cet été. Alors, ça sera avec une version bêta, pas encore bien débuggée, il n'y aura pas toutes les fonctionnalités, il n'y aura pas encore le store, mais on va commencer. Et l'idée vraiment qui est importante sur notre territoire, c'est que d'ici fin décembre, la Haute-Garonne montre qu'il y ait des hôpitaux connectés au DMP, des labos de bio qui envoient dans le DMP, des startups qui ont travaillé pour pouvoir candidater au store de mon espace santé des locales, qu'on puisse montrer que notre territoire se mobilise pour utiliser la messagerie sécurisée de santé avec les patients, que notre territoire se mobilise pour qu'il y ait des lieux d'accueil et d'accompagnement tout simplement par rapport aux gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, pour leur montrer comment on fait pour utiliser mon espace santé. Enfin, vous voyez un petit peu tout l'état d'esprit. Donc, en gros, le principe, vous voyez dans le schéma à gauche, en juillet 2021, l'assurance maladie qui pilote ça au travers de sa CEPAM en Haute-Garonne va envoyer des notifications par courrier à tous les habitants, à tous les usagers du système de santé de la Haute-Garonne, en leur disant voilà, on va vous créer votre espace numérique. Vous pouvez vous y opposer, mais par défaut, il va être créé si vous y opposez pas. Et à partir de là, on va travailler sur des campagnes de communication, on va débugger, on va améliorer l'outil, on va lancer un grand tour de France de webinaires de mon espace santé pour toucher tout l'écosystème français. Et à partir de janvier 2022, ça sera la com politique, grand public, à la télé et tout ça. Donc, où forcément, quand les journalistes vont voir, quand il y aura les prises de parole politiques, je pense que ça montera à très haut niveau. C'est une grande plateforme citoyenne. Il y en a très peu en France de ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent même en France. Forcément, les territoires qui vont être regardés en premier, ça va être les territoires où ça a été expérimenté. C'est pour ça que c'est hyper important que la Haute-Garonne se mobilise au même titre que les deux autres départements pilotes. Donc, vous voyez les principes, les notifications qui vont être envoyées à tous les Français. Voilà, on a un mois pour dire non, mais bon, en gros, je ne rentre pas dans tous les détails, mais vous voyez les grands principes. Territoire pilote cet été. On a jusqu'à novembre-décembre pour peaufiner l'accompagnement dans nos territoires. À partir de janvier 2022, ça va être le début de la grande campagne politique et de com. Voilà Jean-Louis, j'espère que je n'ai pas été trop lourd et pénible. Je sais que c'est toujours pénible d'écouter quelqu'un qui parle longtemps. Voilà. Dominique, c'était parfait. Maintenant, place aux questions. Donc, je vais commencer à poser la première qui vient de Benoît Chabrier. Quand vous parlez de mon espace santé hébergé en France, pouvez-vous préciser, une doctrine cloud de l'État a été définie en 2018 pour héberger directement au sein de ministères ce type d'outils. Est-ce que cet outil respecte cette doctrine? Ça, l'hébergement des données, évidemment, c'est des questions importantes actuellement, et je passerai à la question suivante quand tu auras répondu, Dominique. En fait, pour être très clair sur le sujet, il y a des débats. Il y a eu des débats politiques, même à haut niveau. Élysée, Matignon, ministère de la Santé. Le Health Data Hub, qui n'était pas sous mon champ de responsabilité, avait fait un choix de s'appuyer sur une plateforme cloud Microsoft. Et maintenant, il a été acté par les ministres qu'il fallait une réversibilité et proposer de revenir sur une plateforme cloud souveraine à minima européenne. Moi, depuis le début, je ne dis pas que j'ai raison, mais depuis 15 ans, depuis 20 ans que je suis dans le domaine, j'ai toujours dit que je m'associerais à une vision qui est souveraine hébergée en France. Ça ne veut pas dire forcément hébergée sur les serveurs de l'assurance maladie, ça ne veut pas forcément dire hébergé sur les serveurs du ministère de la Santé. D'ailleurs, ils en sont aujourd'hui incapables du point de vue de l'infrastructure, mais ça veut dire sélectionner des industriels français qui prouvent qu'ils sont non seulement HDS, mais en plus qu'ils hébergent en France. Donc, mon espace santé, les téléservices de l'INS, ProSanté Connect, notre doctrine de la maison, c'est d'héberger en France. Voilà. Alors peut-être que ça évoluera dans le temps avec des accords européens et qu'on élargira à ce niveau-là, mais pour l'instant, en tout cas, notre doctrine, c'est d'héberger en France. OK. Plein de questions, parce que l'idée, c'était aussi d'échanger. Donc, je donne la suivante. Monsieur Evrard demande deux parties dans sa question. On entend parler parfois d'un ENS régional. Qu'en est-il réellement? Car ça ne semble pas du tout dans le cadre de la doctrine technique. Et deuxièmement, est-ce que tu pourrais confirmer, Dominique, que la labellisation des logiciels candidats à l'ENS sera bien uniquement du ressort de l'ANS? Oui aux deux. Oui, les deux questions à Jérôme.
ce qui a mis la confusion sur l'espace numérique de santé, c'est qu'il y a eu plein de territoires et de régions qui ont dit on va créer le nôtre, comme plein de régions qui ont décidé de créer leur identité régionale de santé. Là, maintenant, la doctrine, elle est claire. Il y a un espace numérique de santé citoyen national avec un store. C'est-à-dire que s'il y a une application citoyenne développée dans tel ou tel territoire, par une ARS, par un grade qui propose de la prévention, de la gestion de parcours, etc., elle pourra être hébergée dans le store, elle pourra être référencée dans le store de l'espace numérique de santé avec les connecteurs à cette plateforme nationale. C'est ça la doctrine. Et sur la labellisation, c'est la même chose. Celui qui va labelliser Ségur, c'est l'Agence du numérique en santé, qui est une agence nationale. Une autre question qui vient de Pascal Requia. Concernant les médecins libéraux œuvrant en établissement, mais aussi en ville, tels que de nombreux chirurgiens, sont-ils adressés à travers 2 task force, hôpital et médecins de ville, ou adressés via hôpital? Merci. Ils sont adressés via les deux. Donc, on a des médecins libéraux qui participent à la task force hôpital privé, et on a des médecins libéraux qui participent à la task force médecine de ville. Et voilà. Une autre question qui vient de Pierre Foulon. Savez-vous quand sera publié le décret du télésoin? Enfin, sur le télésoin, normalement, il doit y avoir une synchronisation en abordant la totalité de la télésanté sur les sujets télésoins et télésurveillance. Donc là, il y a des instructions actuelles au niveau de la DGOS et ce sujet et de l'assurance maladie du ministère de la Santé. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas de date à vous donner, mais en tout cas, sachez que ces sujets sont regardés actuellement. Et télésoins et télésurveillance. Ok. Une question de Jean-Marc. Comment une start-up locale peut candidater au catalogue de services dans le cadre de l'expérimentation en Haute-Garonne? Alors, en Haute-Garonne, il y aura pas, quand on va démarrer le pilote de Mon Espace Santé en Haute-Garonne, il n'y aura pas encore le store. D'accord? Parce que nous, on développe la plateforme Mon Espace Santé au fur et à mesure. Donc, si c'est pour expérimenter ou connecter une application de santé développée par une start-up locale à destination des citoyens, en fait, elle ne pourra être éligible à rejoindre le store de Mon Espace Santé qu'à partir de janvier 2022. D'accord? Pour l'instant, on en a sélectionné une trentaine d'apps au niveau national qui nous servent à roder les processus, débugger les interfaces, les API. Donc, celles-là, ça sera les premières qui vont être référencées. Pour les autres, ça sera à partir du 1er janvier 2022. En revanche, une application ou une start-up qui travaille à destination des professionnels de santé, par exemple à l'intérieur d'un système d'information hospitalier, elle-même, elle peut, dans le cadre des pilotes, travailler pour intégrer l'INS, pour intégrer ProSanté Connect, pour faire les connecteurs DMP et messagerie sécurisée dès maintenant, en fait, puisque cette doctrine, elle ne bougera pas. Ok. Une autre question. Quand est prévue l'opposabilité coercitive de la labellisation? En fait, le texte sur l'opposabilité, il est déjà publié. D'accord? Le décret d'application d'opposabilité, il est publié. Ce qui manque, en fait, c'est tous les référentiels. Donc, en gros, ce qu'on voulait, c'était donner d'abord un signe positif avec le démarrage du Ségur. Donc, mi-2021, première vague jusqu'à mi-2022, ce que je disais tout à l'heure. Dans le courant de l'année 2022, les volets coercitifs concrets, et le concret du coercitif, clairement, c'est touché au portefeuille. C'est touché au financement. Ça, c'est à partir de 2022 qu'on touche au coercitif, et début 2022 d'ailleurs. Alors, une question importante en ce moment qui vient de Benjamin de Laporte. Prévoit-on un libre accès à une version anonymisée des données afin d'alimenter la recherche en intelligence artificielle pour la santé? Alors, dans la maison que je présentais tout à l'heure, en fait, la plateforme de référence en France qui doit s'occuper de la collecte de données anonymisées, c'est le Health Data Hub et qui doit agréger des plateformes réparties ou distribuées selon un même principe d'appariement, un même gage qualité, etc. Donc, Mon Espace Santé n'est pas la plateforme de données anonymisées à destination de la recherche, c'est le Health Data Hub. Ce qui manque encore, c'est de définir une doctrine pour éventuellement un jour permettre aux citoyens
qui a ses données nominatives dans mon espace santé, de cliquer sur un bouton en disant « Je joue le rôle citoyen », d'anonymiser mes données pour qu'elles soient poussées dans des plateformes de recherche. Ça, ce n'est pas encore instruit actuellement, et même au niveau on va dire des décrets d'application de ces modalités-là, ce n'est pas encore instruit. C'est une idée qui est quand même souvent discutée en interne au ministère, mais qui n'est pas encore instruite. 3 questions supplémentaires et après on va être obligé peut-être d'arrêter. Les maisons sport santé auront-elles un statut spécifique ou seront-elles une solution dans le store parmi les autres? Ça nous vient de Gauthier Ruspini. Si elles ont des applications sport santé à destination de leurs usagers, je ne sais pas comment l'appeler dans le cadre de maisons sport santé, si elles proposent une application qui permet de faire du coaching sportif, c'est éligible, ça fait partie des choses éligibles au store de mon espace santé. Une question de Christophe Genolini qui a une solution, un logiciel d'analyse statistique à destination des médecins pour les aider dans la recherche. Est-ce que cela peut entrer dans une des task force dont tu as parlé tout à l'heure? Non, en fait, les tasks, ça ne fait pas partie du programme numérique, ce dont vous parlez. En fait, le Ségur numérique, c'est de la donnée nominative, c'est du parcours de soins, ce n'est pas de l'analyse statistique à des fins de recherche. Là, David en parlera tout à l'heure, il y a d'autres mécanismes de financement sur l'innovation, sur le travail sur les data, sur tout le développement de filières et de l'innovation. Mais le Ségur, c'est un plan de rattrapage et de mise à niveau. Ce dont parlera tout à l'heure David Senati autour de France Relance, c'est plutôt l'innovation, la recherche, l'exploitation des data, etc. OK. Moi, j'avais besoin d'une clarification, Dominique, tout à l'heure, tu parlais de, évidemment, référencement des applications dans le store. Est-ce que c'est différent du financement à l'équipement? Parce qu'un certain nombre de gens se posent la question. Être référencé dans le store, c'est pas forcément être financé à l'équipement. Est-ce que tu peux nous faire une petite différence entre ces 2 notions, s'il te plaît? À aujourd'hui, il n'y a pas de financement pour qu'une application soit éligible au store. Il n'y a pas prévu aujourd'hui, à date, d'accord? Il n'y a pas prévu de financement pour une application qui va dans le store de mon espace santé. Ce qui est prévu, c'est du côté pro, c'est-à-dire du côté des hôpitaux, des EHPAD, du médico-social, des labos de bio, des plateformes de radiologie, des pharmacies et tout ça. Tous ces logiciels pro, le Ségur les adresse pour qu'ils soient compatibles avec les services socles, avec des financements à la clé, pour qu'ils envoient dans le DMP, dans la messagerie. Mais les applications du store de l'ENS, qui sont des applications citoyennes, aujourd'hui, il n'y a pas de financement dans le Ségur. Il y aura peut-être des financements, David pourra parler d'autres pistes qu'on a, il y aura peut-être des financements dans le futur, mais le Ségur, ce n'est pas pour les applications du store de l'ENS. Merci. Donc, on a un certain nombre de participants qui font remonter que les sociétés de la région Occitanie seront-elles supportées et aidées, j'en lis une, hein, comme c'est le cas dans d'autres régions. Certaines de ces solutions sont homologuées, sont MS Santé, et c'est très difficile de se faire repérer, de travailler avec les pouvoirs publics et aussi de lever des fonds en Occitanie. Donc, Dominique, je te laisse répondre. C'est une partie d'Occitanie Santé Numérique. Oui, il y a l'État, il y a le national, il y a les ARS, il peut y avoir d'autres mécanismes de financement. Nous, ce qui nous semble important, et là, je fais un focus vraiment sur notre territoire, pour en avoir vu d'autres maintenant en France, en fait, il y a des territoires, il y a des régions qui sont mieux organisées que l'Occitanie pour candidater à des financements pour le développement de leur filière. Où l'articulation, on va dire très institutionnelle, ARS, GRAD, CEPAM, c'est beaucoup lié à la région, aux clusters, aux incubateurs, à tout l'écosystème de filières. Et donc, ils candidatent ensemble à des appels à projets européens et peut-être ils pourront candidater ensemble, ces régions bien structurées, aux appels à projets de France Relance dont va parler tout à l'heure David. Et notre vision avec Jean-Louis, c'est qu'il faut absolument qu'on structure ça pour que notre région, elle apparaisse pas en ordre dispersé. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de prendre tous les gens de bonne volonté, il y en a plein dans notre territoire, en leur disant si on veut être éligible et aider notre filière du numérique en santé en Occitanie, il faut qu'on donne plus de lisibilité sur la façon dont on se structure en englobant aussi toutes les sources possibles de financement, y compris régionales et pas forcément que ARS en fait.
Je répercute les deux dernières questions avant de libérer Dominique. Donc, une de Christelle Auberger. Open et Ségur, peut-on cumuler? Oui, on peut cumuler, exactement. En fait, comment dire, Ségur est une priorisation. Enfin, Open, ça a une vocation de structuration avec une ambition assez large, mais sur un délai plus long. Ségur a vocation de dire, bon, très rapidement, d'ici 12 mois, telle et telle priorisation du Ségur, vous pouvez, si vous accélérez les choses, vous avez un financement en plus. La dernière question qui nous vient de Cédric Georgie. Avez-vous déjà initié des conversations et des travaux pour étendre à l'Europe tout ce travail pour permettre aux startups d'avoir une perspective de marché européen et non seulement un marché français en se mettant en conformité avec la maison et le socle? Alors, pour être très clair, en fait, quand on a démarré toute cette aventure de la feuille du numérique de santé en France et que j'ai vu comment on était structuré au niveau de la ZIP Santé du ministère, en fait, on avait déserté depuis de nombreuses années les réunions européennes sur les sujets d'e-santé. Donc là, on a repris la main pour participer à ces groupes de travail, articuler nos exigences techniques avec les exigences européennes, faire valoir la voix de la France, parce que moi, je suis persuadé que autant on était en milieu de peloton, on va dire, jusqu'à présent, autant je pense que d'ici 2 ans, on sera dans les tout premiers du peloton en Europe, voire maillot jaune, c'est ce que j'espère. Et en fait, pour ça, on a recruté même une personne qui s'occupe que de ça et qui est en train de bien faire le lien pour que toutes les exigences françaises soient compatibles avec ce qui est en train de se construire et de se tramer au niveau européen. Et donc, au-delà de bien articuler les choses pour que nos référentiels soient des référentiels qui permettent aux industriels que ce ne soit pas du franco-français pur, au-delà de ça, on a vraiment l'ambition d'accompagner nos startups et la visibilité de nos startups, nos industriels et de nos éditeurs à un échelon européen avec une sorte de marque française, en fait, en disant, ben là, ça bouge vraiment en France, il y a les moyens, on a un écosystème dynamique. Voilà. Ok, merci beaucoup Dominique pour tous ces éclairages, pour toute l'énergie déployée. On va revenir vers vous rapidement avec Dominique dans le cadre d'Occitanie Santé Numérique en collaboration évidemment avec l'ARS, le GRADE et puis la CPAM pour qu'on puisse réussir ensemble la preuve que l'espace numérique de santé en Haute-Garonne, ça marche et que les usagers s'inscrivent et qu'on rend un vrai service numérique dans la santé. Dominique, merci mille Merci. fois. Je passe la parole à David Senati maintenant. David, ton Oui, micro coupe. Ah, super. Ok, super. Bonjour, Bonjour David. à tous. Merci Jean-Louis de l'invitation. Du coup, je vais couper ma caméra pour libérer un peu de bande passante pendant la présentation. De toute manière, vous verrez mon écran en plein écran. Je ne suis même pas sûr que vous verrez ma tête. En tout cas, ravi d'être avec vous ce matin. Hop, je vous présente, je vous partage le diapo. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon, Ça Jean-Louis? marche. Ok, Ça très bien. marche. Parfait, merci. Donc, je suis David Senati, je suis directeur de projet à la délégation ministérielle au numérique en santé. Je suis en charge du développement économique et de l'innovation à la DNS. Et j'ai un petit peu deux casquettes en ce moment, puisque je suis à la fois directeur de projet à la DNS sur certaines actions de la feuille de route que Dominique vient de présenter, et notamment Genius, dont je vous présenterai l'émission en deuxième partie. Et je suis également coordinateur interministériel de la stratégie d'accélération santé numérique dans le cadre de France Relance, donc du plan de relance de l'économie, stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, on est encore en étape de préfiguration et de travail. On vient à peine de terminer la consultation publique. Donc, je n'ai pas d'action encore tout à fait concrète à vous présenter, mais je vais vous présenter les premières étapes et notamment les directions, les postulats vers lesquels nous souhaitons nous orienter. Alors, l'idée de France Relance, des différentes stratégies qui sont lancées dans le cadre de France Relance, est de contribuer à faire de la France un leader mondial dans un certain nombre de secteurs qui ont été sélectionnés. Donc aujourd'hui, il y a 11 marchés qui ont été sélectionnés. Par exemple, il y a la 5G, l'hydrogène, les maladies infectieuses, etc. Mais il y a également la santé numérique. Et donc, l'idée est de contribuer à faire de la France un leader mondial en santé numérique. Et dans une dynamique interministérielle, cette stratégie va se construire là dans les prochains mois
avec à la fois le SGPI, donc les services du Premier ministre, le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, vous voyez les différentes directions qui sont invitées sur ces travaux. Pour refaire un petit peu le paysage, puisque Dominique nous a présenté rapidement la maison, donc la stratégie de la DNS, la stratégie ministérielle du numérique en santé, il nous a présenté également le Ségur de la santé, et je vous présente un peu la big picture de l'ensemble des programmes, des mots que vous pouvez entendre ici ou là, pour que vous puissiez bien comprendre la différence entre ces différents programmes, leur temporalité et leurs objectifs. Comme l'a dit Dominique, la feuille de route ministérielle du numérique en santé, c'est 30 actions avec notre belle maison que l'on ne présente plus. C'est une stratégie qui nous amène jusqu'en fin 2022 et permet d'accélérer le virage du numérique en santé avec les différents sujets qui ont été présentés, j'y reviens pas, notamment l'espace numérique de santé, vous avez bien compris, qui était la pierre angulaire de la stratégie. Également le Ségur de la santé, avec les 2 milliards d'euros, dont les 600 millions sont alloués au médico-social, qui est un sujet autour, et comme Dominique l'a très bien précisé, autour de la sécurité, de la fluidification des échanges de données entre les patients et les professionnels de santé, qui permet d'accélérer un certain nombre de services socles qui vous ont été cités et qui nous emmènent jusqu'en 2025. Le plan Paris Santé Campus. Paris Santé Campus, vous avez dû en entendre parler, c'est une opération scientifique, d'animation scientifique, partenariale, mais également une opération immobilière, parce qu'il s'agit de la reconversion du Val-de-Grâce en un lieu emblématique de la santé numérique en France à rayonnement international. Il s'agit d'un programme qui associe l'Agence du numérique en santé, le Health Hub, l'INRIA, l'INSERM, le ministère de la Recherche et de nombreux partenaires académiques afin de faire de ce lieu, du coup, un lieu emblématique, comme je vous le disais. Le lieu, la rénovation du Val-de-Grâce va avoir lieu sur plusieurs années et le lieu final sera inauguré au courant 2028. Néanmoins, dès à présent, une animation scientifique et un lieu préfigurateur va être choisi dans les toutes prochaines semaines et donc d'ici là, un lieu pourra commencer à vivre et le Paris Santé Campus prendra forme avec une animation scientifique et de l'accompagnement d'entreprises également sur ce lieu dans les toutes prochaines semaines. Ça, c'était les programmes dont vous entendez parler régulièrement. Mais il y a également d'autres sujets qui sont en dessous de la frise, qui sont des programmes qui sont récurrents, qu'on appelle les plans d'investissement d'avenir, les programmes d'investissement d'avenir, les PIA. Donc là, on a eu le PIA 3 qui s'arrête en 2021 et le PIA 4 qui prend la relève sur les 5 prochaines années. Ce sont des plans d'investissement d'avenir que le gouvernement décide d'orienter sur des sujets prioritaires en fonction de l'actualité et de l'avancement des différentes filières économiques de notre pays. En l'occurrence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, sur la stratégie d'accélération, donc sur France Relance, qui est le petit nom en fait actuel de ce PIA 4, 11 marchés ont été sélectionnés, dont la santé numérique à part entière. Donc sur le PIA 3, nous avions un grand défi, qui est le grand défi d'Olivier Clatz, IA et santé, qui a donné lieu à un certain nombre d'appels à projets et d'actions concrètes sur les sujets de l'IA et de la santé. Et là maintenant, on a une vraie stratégie d'accélération qui va au-delà de l'IA et santé, qui concerne tout le secteur de la santé numérique, qui nous permettra de consolider une filière économique. Donc, tout ce qui était au-dessus, c'était des sujets, vous avez vu, doctrine, technique, autour de la fluidification, des échanges de données, la sécurisation, l'éthique, l'urbanisation, les systèmes d'information. Là, sur le sujet PIA 4 France Relance, stratégie d'accélération santé numérique, on est sur un sujet de structuration d'une filière économique du numérique en santé. Ce ne sont pas du tout les mêmes actions qui sont menées, et tout ça est bien évidemment complémentaire. Je me tenais à vous présenter ce panorama pour que vous puissiez bien comprendre dans quelle case nous nous situons à partir de maintenant dans la présentation. Donc, le mandat de départ de cette stratégie d'accélération santé numérique, qu'on appelle autrement SASN, puis ce sont l'acronyme de stratégie d'accélération santé numérique. On a un mandat de départ qui nous a été présenté par les différents ministères, qui est de passer d'une médecine aujourd'hui qui est très curative et organisée en silo vers une médecine plus préventive, afin d'avoir un système de soins beaucoup plus efficient, et passer d'une médecine curative à une médecine dite 5P. Donc, vous avez souvent entendu parler de 4P. Alors là, on en est maintenant à 5. Donc, on a une médecine personnalisée, préventive, prédictive, participative et basée sur les preuves. C'est important, basée sur des preuves, parce que d'ailleurs, vous allez voir, on a un gros sujet dans la stratégie d'accélération qui est un sujet sur l'évaluation, notamment l'évaluation des dispositifs médicaux. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans ces situations, ils voient bien de quoi on parle et je vais en parler plus précisément ensuite.
Donc, l'efficience du système de soins, également un enjeu de croissance économique. Je vous parlais de développement de filières économiques, filières industrielles. Donc, il y a un gros enjeu autour de cette croissance. Donner les moyens aux entrepreneurs de tester, d'expérimenter leurs solutions, de casser les murs pour faire en sorte qu'ils puissent également accéder à des terrains d'expérimentation dans les organisations de soins et puissent tester leurs solutions et procéder à des évaluations afin de mettre sur le marché des produits qui soient évalués et qui ont été préalablement testés, ce qui favorise les conditions de réussite, d'accélérer le développement et du passage à l'échelle du secteur. Et ça passe aussi par des leviers financiers. Les enjeux aussi de souveraineté sanitaire, Dominique en a parlé tout à l'heure, de minimiser la dépendance de notre filière aux législations et aux plateformes étrangères, faire en sorte que nous ayons des fleurons français et européens du numérique en santé sur qui compter pour déployer ce secteur. Voilà les enjeux de départ, les postulats de départ qui sont les parties pris qui nous permettent de construire cette stratégie dans les semaines qui arrivent. Nous avons lancé une première initiative qui était une consultation publique quantitative que nous avions lancée en février, dont nous avons clôturé les résultats là, en mars. Nous avons eu plus de 429 réponses. Enfin, pas plus, on a eu 429 réponses, donc ce qui montre le formidable engouement, sachant que pendant cette période, nous avons quand même pas mal d'enjeux actuels et qui fait que le sujet de la consultation publique, la stratégie d'accélération aurait pu passer, si vous voulez, assez inaperçu en fait, et a été vraiment relayé par l'ensemble des acteurs de l'accompagnement au niveau régional que je tiens à remercier, dont fait partie Digital 113, dont font partie Eurobiomed et tout l'ensemble des pôles et des clusters qui suivent de près nos actions et qui le relayent sur le terrain et dont leur action est primordiale pour faire en sorte de partager la vision, et c'est l'objet aussi de cet échange aujourd'hui, et je vous en remercie. Donc, cette consultation publique, c'est une consultation publique quantitative qui a permis de valider les axes. Je vous présenterai en avant-première, parce que j'ai eu des slides hier soir, les premiers résultats de la consultation publique. Ils ont permis de valider les postulats de départ que je vous ai présentés à la slide précédente, et nous allons maintenant pouvoir construire la stratégie sur la base également d'entretiens que nous menons avec les fédérations, avec les syndicats, avec les acteurs institutionnels, les agences sanitaires, etc., pour peaufiner les différentes mesures qui ont été proposées dans le cadre de la consultation publique afin de les rendre actionnables et présentables dans la stratégie. Nous menons actuellement un appel à manifestation d'intérêt. J'y reviendrai juste ensuite, donc je ne vais peut-être pas détailler tout de suite parce que j'ai une série de slides là-dessus que Jean-Louis souhaitait que je présente ce sujet qui peut intéresser bon nombre d'entre vous aujourd'hui. Donc, je présenterai ensuite. Et pour vous dire que la stratégie d'accélération, ce n'est pas quelque chose qui arrivera à la Saint-Glinglin, hein. On est sur quelque chose qui arrive très rapidement. On est en train de construire les premières mesures, elles seront lancées à la fin du premier semestre, hein. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Donc, c'est ça que c'est important que vous ayez connaissance de ce sujet. Il y aura à la fois des mesures d'accompagnement et de financement de type appel à projet, comme c'est le cas dans tous les programmes d'investissement d'avenir, hein, comme c'était le cas pour le grand défi AI santé, etc. Il y aura donc des appels à projets thématiques qui vont être lancés sur la base des besoins qui ont été identifiés dans la consultation publique qui nous sont remontés afin de déverrouiller des problématiques que vous rencontrez en tant qu'industriel dans le développement de vos solutions aux différentes étapes de la vie de vos projets. Mais il y aura également, et c'est ça qui est intéressant, sur lequel c'est intéressant d'insister, alors non pas que les appels à projets soient importants et intéressants, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais ce qui fait la spécificité de la stratégie d'accélération versus les programmes d'investissement d'avenir précédents, c'est que nous pouvons maintenant y coupler également des mesures organisationnelles et réglementaires. Nous allons pouvoir passer des mesures de type décret, modification de réglementation, simplification des procédures, etc. Et donc, c'est pour ça que c'était hyper important que cette consultation publique soit relayée le plus largement possible, puisque nous allons pouvoir vraiment mettre la main dans le capot et modifier les choses. Par exemple, je vous donne 2 exemples, des sujets qui remontent systématiquement et que l'on connaît, mais qu'il s'agit maintenant de traiter, des sujets autour de la formation. On a beaucoup parlé tout à l'heure de la fluidification des échanges de données, du fait que les logiciels soient interopérables, que les professionnels de santé puissent facilement pousser les documents aux patients, etc. Mais tout ça va sans dire et part d'un postulat que les professionnels de santé, tout comme l'ensemble des citoyens d'ailleurs, soient formés aux enjeux du numérique en santé plus spécifiquement. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Dans le cadre des formations, si l'on regarde les maquettes des formations initiales, par exemple, si on ne regarde qu'elles, et notamment du côté des formations médicales ou paramédicales, médico-sociales, on s'aperçoit que le numérique en santé est vraiment présent de manière très épisodique, voire exceptionnelle dans ces formations, que c'est souvent lié à des profils particuliers d'intervenants ou de profs dans tel ou tel établissement qui ont des envies de parler de ce sujet, mais ce n'est en rien dans les programmes. Donc, il s'agit vraiment de prendre à bras le corps ce sujet qui a été
n'a pas été traité pendant ces nombreuses années et qu'il s'agit de prendre à bras-le-corps vraiment de manière concrète. Donc là, on va pouvoir travailler sur les maquettes des cours formation initiale de l'ensemble des professions, mais également travailler sur les formations continues des différents professionnels de santé pour faire en sorte que le numérique en santé soit abordé dans l'ensemble de ces formations et que les professionnels soient dotés vraiment des compétences nécessaires et des réflexes nécessaires. On parle aussi d'hygiène de sécurité, concernant la cybersécurité par exemple. Donc, ce n'est pas que l'appropriation des outils, mais c'est également les bons réflexes pour utiliser ces outils. Parce que derrière, s'il n'y a pas d'usage, s'il n'y a pas d'utilisation concrète et correcte des outils, d'ailleurs, on a beau parler d'IA, d'intelligence artificielle, de big data, de tout ce que vous voulez, des super buzzwords à la mode, on ne pourra vraiment rien faire. On aura beau avoir une base de données, elle sera dégueulasse. Et donc, il faut vraiment qu'on ait des professionnels qui soient formés à l'usage de ces outils. Également, un sujet d'accès au marché. C'est le petit clin d'œil que je faisais tout à l'heure aux différents fabricants de dispositifs médicaux qui sont parmi nous. Parce que vous savez à quel point il est difficile, enfin, c'est vous qui nous le dites tous les jours. Donc, on a compris à quel point il est difficile pour vous de faire évaluer vos dispositifs médicaux logiciels, d'aller revendiquer des prises en charge de financement public, par exemple de remboursement, etc. Et donc, il s'agit de également travailler sur ces modèles d'accès droit commun, financement droit commun, pour faciliter les choses. L'exemple de MoveCare, par exemple, est un exemple emblématique du premier dispositif médical logiciel qui est remboursé. Et puis derrière, finalement, il n'y a pas d'actes qui sont créés, donc l'outil a du mal à se déployer. Et puis, vous savez que cette entreprise a dû déployer des efforts importants pendant de nombreuses années pour pouvoir mener les études qui vont bien et revendiquer le prix qui va bien aussi pour rembourser son outil. Donc, si on veut faire en sorte qu'on ait un numérique en santé en France qui soit avec des modèles économiques pérennes et de la visibilité pour l'ensemble des investisseurs et des acteurs de ce secteur, il faut également donner de la visibilité sur les parcours de prise en charge, sur les trous dans la raquette qu'on peut identifier de types d'outils qui ne seraient aujourd'hui pas adressés par les modèles de prise en charge existants et d'essayer de voir comment on peut donner de la visibilité à tout ce marché pour vraiment faire de la France un leader. Parce qu'on ne peut pas faire de la France un leader juste parce qu'on a des systèmes d'information sur lesquels on a rattrapé 15 ans de retard. Il y a également un sujet modèle économique et filière à adresser et c'est via cette stratégie d'accélération qu'on va pouvoir le faire. Voilà. Donc, on lancera les premières actions de la stratégie pour la fin du premier semestre, en fait, le temps que la stratégie soit construite et puis validée par les différentes autorités compétentes. Voilà un petit peu la roadmap. Et donc, je vous présente en avant-première les résultats de la consultation publique. Donc, les nombreux retours que nous avons eus. Alors, nous avons eu beaucoup de retours quanti, mais également sur tous les champs libres. Beaucoup de personnes nous ont fait des retours qualitatifs et nous avons pu, du coup, travailler ces dernières semaines sur la consolidation de ces résultats. Je peux vous dire que ce n'était pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments voilà, en texte libre. Et donc là, on voit le sujet d'interopérabilité des champs libres, ce n'est pas toujours évident à interpréter. Voilà. Et c'est aussi le cas pour les consultations publiques. Donc, 4 principaux axes de réflexion sont ressortis de la consultation. Sujet autour de la simplification et de l'accès au marché, un sujet autour de l'expérimentation, un sujet autour de l'IA et des données et un sujet autour de la formation. Donc, voilà, c'est des sujets que j'ai abordés tout à l'heure, mais je vais pouvoir repréciser. On a des entrepreneurs qui nous ont fait part d'un besoin d'accompagnement pour l'accès au marché. Je vous ai dit à quel point il était difficile, et vous le savez mieux que moi, l'accès au marché est complexe, l'accès au financement public, aujourd'hui un vrai sujet pour nombre d'entre vous, savoir quel modèle économique est adapté et comment revendiquer à tel ou tel guichet de financement, de quelle étude vous avez besoin pour revendiquer aussi quel service médical rendu pour ensuite revendiquer quel financement. Faciliter l'accès au marché au remboursement, c'est un enjeu spontanément cité. Je pense que je vous aurais posé la question aujourd'hui, vous m'auriez tous dit ce sujet spontanément. Donc, rien de nouveau sous le soleil, mais c'est important que ça remonte dans la consultation publique néanmoins quand même, c'est quand même la moindre des choses. Également, une doctrine d'accès au marché peu lisible. On a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de ces sujets. On a beaucoup de guichets ouverts, beaucoup de solutions de prise en charge, beaucoup de modalités aujourd'hui transitoires ou d'expérimentation qui font que peut-être qu'il y a un manque de lisibilité par rapport aux différents guichets existants. C'est un sujet qui revient souvent, trop grand nombre d'acteurs intervenant avant l'arrivée sur le marché, la HAS, le CEPS, le ministère de la Santé, les différents guichets, la DGOS autour du financement d'études, on a l'article 51, on a le programme étape, on a etc. etc. Une action qui remonte systématiquement, c'est se doter d'un guichet fédérateur, un guichet qui vienne justement donner plus de lisibilité à l'action publique et au parcours des entrepreneurs dans le cadre de l'accès au marché. C'est ce que je vais vous présenter, le POC que nous avons à la DNS aujourd'hui qui s'appelle Genius et qui va faire l'objet dans le cadre de cette stratégie d'une consolidation importante. Deuxième axe, c'est l'enjeu lié au financement et à l'expérimentation, un enjeu de passage à l'échelle. Aujourd'hui, les entrepreneurs, vous avez toujours la possibilité de financer des POC, financer des prototypes via des subventions
souvent d'ailleurs régionales, nombre d'acteurs vont vous accompagner à obtenir ces solutions. Puis une fois qu'il va falloir aller la tester dans les organisations de soins, là, c'est tout de suite une autre affaire. Il faut que vous alliez contacter les établissements de santé ou les établissements médico-sociaux. Il faut qu'ils aient, eux, qu'ils puissent dégager du temps humain pour vous accompagner. Il faut qu'ils puissent vous recevoir. Il faut qu'ils puissent être outillés pour cela. Et ce n'est pas forcément évident aujourd'hui. C'est un enjeu qui remonte systématiquement. Le sujet du modèle économique, je l'ai déjà abordé. Quel payeur, quel modèle économique trouver? Un manque de terrain d'expérimentation. Et on a également remonté de la part de 70% des entreprises qui ont répondu à la consultation publique, ils souhaitent renforcer les aides à l'innovation pour cibler les nouveaux usages et anticiper les nouveaux usages du numérique en santé. Donc, on va pouvoir également mener, c'est toute la partie que je vous parlais d'appel à projets thématiques que l'on va pouvoir mettre en place pour adresser les différentes thématiques autour des nouveaux usages notamment. Renforcer l'avantage stratégique. Vous l'avez dit peut-être tout à l'heure, par rapport au partage et à l'exploitation des données, un sujet qui est systématique. Voilà, il faut qu'on puisse exploiter ces données, mais pour ça, il faut qu'elles puissent être interopérables, qu'elles puissent être structurées dans des bases de données, des entrepôts de données qui puissent être facilement utilisables, que les établissements de santé puissent se doter de structures pour le faire, nous semble être une bonne piste. C'est des choses qui remontent systématiquement de la part de beaucoup d'entre vous, d'optimiser l'exploitation de ces données pour pouvoir en faire de la recherche publique, mais aussi de la recherche privée, donner la possibilité aux acteurs industriels d'accéder à ces entrepôts de données une fois quand ils seront créés pour mener des études cliniques, par exemple. Généraliser donc l'usage des données pour faciliter la recherche, également vu du côté des académiques, ça fait tout à fait sens. La formation, dernier pilier, la formation à la confiance des acteurs, ça paraît évident et je l'ai déjà dit tout à l'heure, vraiment besoin de compétences en e-santé des professionnels de santé qui aujourd'hui le disent eux-mêmes, 87% des professionnels trouvent cette action importante. Donc voilà, tout le monde en est conscient, il faut maintenant se mettre et s'atteler à la tâche de modifier les programmes de cours en fait. Voilà pour les axes de la consultation publique. Donc, on va dans les prochains jours publier les résultats complets de cette stratégie, de cette consultation publique avec l'ensemble des résultats. Vous pourrez voir tous les détails des axes qui nous sont remontés. Je vais vous faire un petit focus sur l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé dernièrement, dont la première relève a été effectuée il y a 10 jours maintenant, mais une prochaine relève aura lieu mi-juin, qui permet à vous tous, porteurs de projets, de vous manifester. Alors, pourquoi vous manifestez dans le cadre de cette AMI? Déjà, nous faire remonter vos projets en balle de financement ou souhaitant être financés aujourd'hui. On pourra vous rediriger, après instruction des dossiers, vers des guichets s'ils existent déjà. Peut-être que vous n'avez pas connaissance, on a parlé tout à l'heure de la lisibilité de l'action publique, peut-être que vous n'avez pas connaissance de guichets existants et qui pourraient déjà financer vos projets, donc on pourrait vous rediriger vers ces guichets-là. Mais également créer de nouveaux appels à projets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autour des nouveaux usages, autour d'enjeux technologiques ou organisationnels que vous rencontreriez et on s'apercevrait que vous êtes nombreux à rencontrer les mêmes problèmes, on pourrait créer des appels à projets très rapidement suite à cette AMI pour répondre à vos sujets. Voilà, et c'est vraiment ça l'idée de l'AMI avant tout, c'est vraiment de nous aider dans la construction de la stratégie pour ensuite vous orienter vers les bons guichets et financer vos développements. Donc c'est important que vous puissiez vous manifester. Et souvent, les entrepreneurs, et je l'ai été pendant 8 ans avant de rejoindre la DNS, donc je sais de quoi je parle aussi, c'est que souvent les AMI, on n'y répond pas parce qu'on se dit, non, l'AMI, ce n'est pas un appel à projet, je vais me faire chier à répondre à ça, il va y avoir des jurys, des machins, puis finalement, on ne va pas me financer, je vais perdre du temps. Là, en l'occurrence, cette AMI est assez spécifique, c'est un AMI très original, puisqu'en fait, via cette AMI, on pourra financer des projets en passant par les guichets qui existent, mais également, cette AMI est très simple. On vous demande que 8 à 10 pages de résumé. Donc, en fait, en réalité, votre projet, vous l'avez déjà résumé dans 8 à 10 pages. Enfin, j'espère, j'imagine que si vous avez un projet que vous souhaitez faire financer, vous avez déjà rédigé 10 pages pour aller chercher des financements ici ou là. Donc, vous avez déjà les documents. Donc, la question ne se pose pas. Vous pouvez postuler, ça vous prendra quelques minutes sur la plateforme de la BPI. Et les éléments financiers, donc tous les documents que vous connaissez BPI, les trames de doc, les tableaux Excel, etc., on ne vous les demandera que lorsque votre dossier, si jamais il est retenu suite à l'audition. Donc, en fait, on ne va pas vous fatiguer avec des documents et des tonnes de documents à remplir. On vous le demandera que si vous êtes retenu. Donc, vous voyez qu'on fait un petit peu les choses de manière beaucoup plus agile en fait, dans le process. Donc, c'est important que vous puissiez vous manifester. Là, la première relève est passée et la prochaine relève, donc les relèves, c'est-à-dire en fait, c'est le moment où on prend les dossiers. En fait, vous pouvez postuler au fil de l'eau. Les dossiers s'accumulent sur une pile en fait, et on les relève au même moment, ce qui permet de favoriser l'équité de traitement, puisque nous avons beaucoup de dossiers qui sont similaires et on pourra les traiter de manière équitable. C'est pour ça que souvent, les appels à projets, les amis, se font sous forme de relève. Donc, la prochaine relève est au 16 juin, mais vous pouvez postuler au fil de l'eau et la BPI est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous présenterai les contacts dans une slide suivante. Cette AMI, il y a quand même néanmoins des thématiques prioritaires qui ont été dessinées par les ministères qui ont conçu cette AMI. Déjà, un axe important, c'est les dispositifs médicaux numériques. Vous développez un DM numérique, logiciel, connecté.
vous pouvez postuler à cette AMI pour financer toute votre étude clinique. En fait, c'est assez inédit parce qu'il y a peu, si vous voulez, en fait, finalement, d'appels à projets qui financent des études cliniques. On sait à quel point ces études sont chères, peuvent coûter plusieurs millions d'euros, être compliquées à mettre en place. Il faut trouver les bons partenaires, etc. Mais on peut vous financer ces études via cette AMI. Donc, c'est vraiment important. Profitez-en. Répondez à l'AMI sur l'axe 1. Deuxième axe, autour de la collecte et de la structuration des données. On parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup d'exploitation de la donnée, mais d'ailleurs, ça veut dire que vous mettez en place des projets de recherche publics ou privés. Donc, n'hésitez pas aussi à postuler à l'axe 2 si vous avez des projets de recherche qui sont basés sur la collecte et l'exploitation, la structuration, le rapprochement de données de santé. L'axe 3 est un axe vous pouvez voir un certain nombre de thématiques qui sont pré-identifiées, mais vous voyez qu'à la fin, il y a etc. Si vous avez tout un tas d'autres projets qui ne répondent pas à l'axe 1 ou à l'axe 2, vous pouvez postuler dans l'axe 3. L'axe 3, les thématiques qui sont là pré-listées, ce sont des idées d'appel à projet que nous aurions déjà eues, soit via les échanges que nous avons eus dans la consultation, par le biais des différentes consultations et autres que nous avons menées dans le cadre de la rédaction du mandat de la stratégie, mais également des choses qui remontent systématiquement aux différents ministères et que les ministères avaient envie de vous proposer ces thématiques pour voir s'il y avait ou non finalement des projets qui étaient derrière ces thématiques. Donc, c'est important que vous puissiez également postuler si vous avez des projets qui répondent à tel ou tel sujet. Par exemple, des tiers d'expérimentation dans les organisations de soins, le Green IT en santé numérique, des jumeaux numériques, de l'IA pour la drug discovery. Voilà, ce genre de sujets font partie des axes de l'axe 3. Donc, n'hésitez pas à vous manifester également si vous avez des projets sur ces thématiques-là. Bon, je vous disais, le dossier de candidature est très synthétique. On parle de 10 pages max qui reprennent les éléments suivants. Donc, veillez à bien répondre quand même à cette structuration-là. Ça aide quand même à l'instruction du dossier. Les dossiers sont à remettre sur la plateforme BPI dédiée. Tout est expliqué sur le site de la BPI. Nous avons même réalisé un webinaire spécifique. Donc, tous les éléments, vous pouvez les retrouver aussi là-dessus. Les critères d'éligibilité. Donc, pour pouvoir être éligible, il faut bien sûr répondre bien sûr au dossier. Il faut s'inscrire dans l'un des 3 axes que je viens de présenter. Il faut que les travaux soient réalisés en France. C'est important. L'entreprise peut être étrangère, mais la R&D doit être réalisée en France. L'entreprise peut être française et les travaux réalisés en France. Ouais. Les travaux doivent être non engagés avant le dépôt de la demande. Hein. C'est toujours le cas de tous ces appels à projets, à AMI, etc. Hein. C'est qu'on finance des choses qui n'ont pas débuté. Donc, c'est important que vous ayez ça en tête. Je réponds en avance à la question qui m'est toujours posée sur non engagé avant le dépôt, ce n'est pas évident parce qu'en fait, on ne connaît pas la date à laquelle vous allez faire passer les jurys, comment ça va se passer, etc. Bon, je sais que c'est un peu compliqué, c'est un exercice de style pas toujours évident. Mais en tout cas, voilà, sachez que la relève se passe le 16 juin et que du coup, dans les semaines qui suivent, on fait passer les auditions. Donc, et vos travaux peuvent commencer début août, quoi, en gros. Hein, voilà, c'est à peu près ça. Donc, partez sur des dates qui sont assez approximatives. Et puis ensuite, si vous êtes retenu, vous pourrez repréciser. Comme je vous l'ai dit, on est dans un mode assez agile. Donc, vous pourrez repréciser votre dossier si vous êtes retenu. Voilà. Donc, vous ne mettez pas la rate au courbouillon sur des sujets de ce type. Ensuite, 4e sujet, la taille du projet. On connaît un certain nombre de budgets, de cut-off qui ont été mis en place pour l'AMI. Et donc, pour pouvoir candidater à cette AMI, il faut avoir un budget total de projet qui soit égal à 2 millions d'euros si vous êtes seul, 3 millions si vous êtes en projet collaboratif. Voilà. Donc, budget, ça veut dire que c'est le budget total du projet et vous pouvez revendiquer jusqu'à 50% d'aide. C'est-à-dire que vous devez avoir sur un budget de 2 millions d'euros, 1 million de fonds propres, 1 million d'aide. Vous pouvez demander 1 million d'aide. C'est ça un peu le schéma. D'accord. Après, je vous dis 50% aujourd'hui, mais en fait, en fonction de l'appel à projet et du guichet vers lequel vous serez redirigé, les modalités peuvent varier. Mais comme aujourd'hui, vous ne savez pas, on est dans un AMI, vous ne savez pas vers quel guichet vous allez être redirigé, encore une fois, ne vous prenez pas la tête avec ça. Posez la question à la BPI pourra vous orienter, mais en gros, ce sera très souvent 50-50. C'est le cas souvent des subventions BPI, d'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude, c'est souvent ce genre de mécanisme qui est utilisé. Donc, vous voyez, le porteur doit être une entreprise. C'est une entreprise qui postule. Hein. Ce n'est pas un grade, ce n'est pas une association. C'est une entreprise qui postule seule ou en collaboration avec un laboratoire de recherche, avec un établissement de santé ou une autre entreprise. Mais elle peut être seule. Voilà les conditions et on est assez strict sur ce sujet. Donc, vraiment, voilà. Si vous avez des questions de cas particuliers, n'hésitez pas à contacter la BPI. La BPI tient compte de la liste de toutes les réponses qu'elle a données aux uns et aux autres et elle pourra vous répondre. Moi, c'est difficile pour moi de répondre là, comme ça dans des webinaires à des questions très précises sur ces sujets-là. Et je vous invite à contacter la BPI qui aura forcément la réponse à la question parce que tous les cas particuliers ont déjà été posés dans le cadre de la première relève. Le processus de sélection, voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple. Hein. Les critères, évidemment, c'est répondre à toutes les questions, enfin, répondre à tous les enjeux qui sont listés ici.
Chose assez simple autour de la pertinence, autour de la qualité du dossier, de son modèle économique, de sa stratégie d'accès au marché et des enjeux autour de la protection scientifique et intellectuelle. Le processus de sélection, c'est simple en fait, hein, c'est vous postulez, il y a une présélection qui est faite sur la base des dossiers qui sont remis lors de chaque relève, puis des auditions peuvent être menées avec les dossiers qui ont été sélectionnés. Vous êtes prévenu en amont des auditions, vous préparez un support pour les auditions et ensuite, suite aux auditions, vous pouvez être sélectionné et redirigé vers les bons guichets pour financement. C'est assez classique. Alors, je vous invite à contacter Estelle, qui est à votre disposition. Estelle Morin, voici son numéro de fixe, puis également l'adresse mail. L'adresse mail qui est là, c'est une adresse mail générique, mais qui redirige directement vers l'adresse mail d'Estelle. Donc, elle y répond systématiquement. Vous pouvez trouver tous les éléments sur le site de la BPI, sur l'adresse, le lien que je vous ai mis en bas. Voilà pour la stratégie d'accélération. Je passe rapidement parce que je sais pas, le temps dont nous disposons est assez court. Je regarde Jean-Louis en même temps, mais Jean-Louis me fait un signe que tout va bien. Donc, je présente Genius maintenant. Donc, je prends mon autre casquette cette fois-ci, donc côté DNS, côté délégation du ministère au numérique en santé. Je suis en charge du développement économique des entreprises et donc nous avons eu déjà, bien avant la stratégie d'accélération, ce sujet de la lisibilité de l'action publique en la matière. Donc, on sait à quel point c'est difficile pour les entrepreneurs de s'y retrouver, notamment pour les nouveaux entrants. Il y a tout un tas d'acronymes, tout un tas de structures qui ont des missions qui sont bien précises, mais à la fois très silotées. Je prends l'exemple de dispositif médical. Vous pouvez vous retrouver en face de la NSM, de la HAS, du CEPS, de l'ANS, potentiellement de la CNIL. Enfin bref, ça peut vite devenir compliqué pour vous tous de vous y retrouver. Donc, Genius, c'est vraiment un guichet qui va aider les entrepreneurs à leur faire gagner du temps, mais qui ne se substitue en aucun cas à tout le tissu d'accompagnateurs régionaux, locaux, qui vous accompagnent au quotidien, mais au contraire est un relais vers ces accompagnateurs pour vous aider à les trouver plus facilement également. Lorsqu'on a lancé Genius, on l'a lancé il y a maintenant moins d'un an. Cédric O a fait le lancement et l'ensemble des acteurs institutionnels qui sont listés ici ont signé une charte d'engagement. Donc, le ministère de la Santé, l'ANS, la NSM, l'assurance maladie, la BPI, la CNIL et la HAS ont signé une charte d'engagement et s'engagent autour de Genius pour faire en sorte de parler d'une seule et même voix via ce portail, via ce service, via ce guichet auprès de vous et de faire en sorte de faciliter et de croiser les regards entre nous tous. Chaque agence a sa façon de voir et a son propre prisme. Là, l'idée, c'est de réfléchir plus en mode client, donc l'expérience client du côté de l'État. C'est un peu innovant comme façon de faire. Et donc, c'est ça l'expérience client côté de l'État. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous êtes confronté à des tas d'agences, des tas d'acronymes, des tas d'institutionnels. Vous voyez, on a même mis Snitem pour vous donner. Enfin, voilà, vous pouvez être amené en tant qu'entrepreneur de contacter également des fédérations, des accompagnateurs, etc. Donc, vous êtes un peu perdu. Et Genius est là pour faciliter l'approche et vous faciliter la vie par des notions de parcours et vous expliquer vers qui vous devez vous tourner dans quel cas. Ouais. Mais Genius n'est pas là pour remplacer telle ou telle agence, tel ou tel type de structure, mais là pour faire du lien, créer du lien et faciliter le parcours de l'entrepreneur. Nous avons 3 grands types d'univers à Genius. Sur Genius, il y a un univers autour de la réglementation, faciliter la vie de l'appropriation des différents référentiels. Dominique a parlé tout à l'heure de la maison, par exemple, la maison avec les différentes actions de la stratégie. Nous avons une maison cliquable sur Genius où vous pouvez accéder directement à l'ensemble des référentiels, des webinaires qui ont déjà eu lieu, directement contacter les chefs de projet de l'ANS ou de la CNAM, etc., concernés par tel ou tel référentiel pour leur poser vos questions plus précises. Vous avez également des pas à pas qui sont mis en ligne au fil de l'eau dans les prochaines semaines pour vous aider sur tel et tel référentiel pour que vous puissiez davantage vous approprier les sujets. Donc, ces sujets réglementaires sont des sujets de base. C'est un peu sa raison d'être. Donc, forcément, ces sujets sont beaucoup plus développés que les autres. Ensuite, on travaille également sur l'identification des acteurs de l'écosystème. On a une liste sur laquelle vous pouvez trouver des fiches de présentation des différents acteurs en santé numérique. Vous pouvez y aller. Donc, cette liste est un travail en construction permanente. Et bien évidemment, il manque des gens. Ce genre d'exercice n'est jamais exhaustif. Et donc, nous la remplissons nous rajoutons des fiches quasiment toutes les semaines, tous les mois. Des fiches sont ajoutées pour rajouter des présentations. L'idée de ces fiches, ce n'est pas que les acteurs institutionnels se présentent de manière en mode copier-coller de leur rapport annuel, mais c'est vraiment qu'ils se présentent à la lumière comme s'ils parlaient en face d'un entrepreneur, une start-up qui débarque, qui ne connaît pas le secteur. Et donc, tout est expliqué de manière simple avec des liens cliquables directement vers les référentiels, directement vers les services de l'agence en question. L'agence met aussi à disposition les contacts clés des personnes à rencontrer, vous dit quels documents préparer avant de les rencontrer. Enfin bref, toutes les questions on a fait des FAQ type sur chaque fiche et les différentes institutionnels ont répondu pour vous aider à y voir plus clair sur les rôles des uns et des autres et s'il faut les rencontrer ou pas, s'ils peuvent vous financer ou pas, qu'est-ce qu'il faut préparer pour les rencontrer, etc. Troisième grande catégorie, les clés de financement en santé.
On l'a vu, le modèle économique est difficile à trouver. C'est un sujet qui reste encore voilà, complètement entier et à traiter. La stratégie d'accélération va permettre vraiment de clarifier les choses et de fluidifier ces parcours. Aujourd'hui, nous avons sur Genius simplement mis les grandes catégories d'appels à projets de financement qui existent, hein, par exemple les conférences des financeurs, l'article 51, c'est quoi un appel à projet, enfin, qu'est-ce que vous pouvez attendre des ARS comment les ARS peuvent vous accompagner. Voilà, c'est des questions qui revenaient systématiquement sur des choses assez simples. Et nous allons pouvoir creuser ces sujets de financement via la stratégie d'accélération et du coup outiller Genius davantage sur les sujets autour des modèles économiques et des financements. Donc, beaucoup d'entrepreneurs nous font part de leur attachement à ce service. Et d'ailleurs, nous menons des ateliers de construction réguliers avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème autour de telle ou telle fonctionnalité. N'hésitez pas à vous manifester, à contacter Genius aussi directement sur le protocole de contact pour nous proposer de nouveaux services que vous verriez bien déployés sur la plateforme. Nous avons lancé d'ailleurs un service d'open bar, donc un webinaire open bar question, qui aura lieu d'ailleurs, je crois que c'est jeudi. Tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, nous mettons en fait en place un webinaire open bar où vous venez avec vos questions et vous les posez et on essaie d'y répondre et de vous diriger vers les bonnes personnes. Et donc là, vous pouvez vous inscrire directement sur Genius dans la partie événements. Vous avez le lien pour vous inscrire aux open bar Genius. Donc ça marche plutôt bien. On l'a fait pour la première fois il y a 15 jours et on est en train de roder le process. Et c'est plutôt une attente forte des entrepreneurs qui nous ont été remontés puis à de nombreuses reprises. Vous pourrez trouver sur Genius également les actualités, les prochains événements. Et donc, les acteurs institutionnels peuvent partager leurs événements et on se fait le relais des événements. Alors, on n'a pas vocation à être exhaustif, hein, puisqu'on se base que sur la base des acteurs qui se manifestent pour présenter leur événement au sein de Genius. Donc, les acteurs institutionnels, les clusters, les pôles, les agences peuvent nous partager leurs événements et on les met en ligne sur la plateforme. On développe des outils pour permettre de vous localiser et pouvoir voir autour de vous les acteurs qui peuvent vous accompagner. Donc là, on travaille avec les pôles, les clusters, les Living Labs sur la création de tels types de services. Et donc là, ça va probablement être lancé dans les toutes prochaines semaines. Et on a lancé un podcast aussi qui connaît son petit succès. Alors, il était un podcast de niche, hein, c'est un podcast de niche, donc on n'a pas des millions d'écoutes. Mais voilà, on essaie de faire en sorte de trouver des thématiques qui vous concernent au quotidien et faire intervenir un institutionnel et un industriel qui puissent nous montrer, vous faire leur retour d'expérience pour eux qui ont déjà expérimenté tel ou tel sujet et vous expliquer les facteurs clés de succès et les échecs qu'ils ont rencontrés aussi, comment ils ont réussi à les surmonter. Voilà pour cette présentation rapide de Genius. Je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, David, parce que c'est très complet. Évidemment, tout le monde nous demande si tu pourras nous faire passer Bien ta sûr, présentation, en tout cas ce qui en est publiable. Donc, oui. du coup, on le répercutera. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il y a beaucoup de choses hein, dans ces slides. On voit que ce n'est pas simple. David, en effet, peut y répondre, mais peut-être pas pour des cas très précis. Il nous oriente, en effet, vers les bons guichets. Pendant que les questions se préparent, David, si tu permets, je voudrais Oui. juste redire que Occitanie Santé Numérique est là en collaboration avec l'écosystème pour porter la santé numérique en Occitanie, en collaboration avec l'ARS, le GRAD, pardon, la CPAM, la région, la métropole, les usagers, c'est important, l'Université de la e-santé à Nity, les pôles et les clusters. Je voudrais signaler, parce qu'actuellement, vous savez que la santé est quand même bouleversée par tous les problèmes de cybersécurité qui interviennent dans les hôpitaux ou ailleurs. Et je voudrais signaler que la région et l'agence ADOC travaillent actuellement avec l'ANSSI et l'ensemble des partenaires concernés sur le développement de CyberOc, qui est une dynamique régionale sur la cybersécurité, parce qu'on a des initiatives et des entreprises et des expertises fortes en Occitanie sur la cybersécurité. Donc, c'est un travail important avec lequel Occitanie Santé Numérique va collaborer. Avant de donner également la parole à Digital 113 et puis à Eurobiomed pour la suite des opérations, moi, je voulais vous redire qu'on continue à organiser un certain nombre d'actualités comme aujourd'hui. En mai, ce sera Ella Gariani qui viendra nous reparler de l'ENS et en juin, Olivier Clatz qui viendra nous reparler de l'avancement
du Ségur. Une question, je vois que Dominique s'est reconnecté, une question qui nous vient aussi des intervenants, c'est qu'est-ce qui va être fait pour que l'ensemble de la population s'approprie tout ce qui tourne autour de l'espace numérique de santé, mais autour des outils numériques. Donc, ça fait partie des axes de travail que met en œuvre la délégation du numérique en santé, mais également la CNAM. Dominique va nous en redonner 2 mots s'il veut bien. En tout cas, c'est une préoccupation importante et en Haute-Garonne, nous irons, comme je l'ai dit au départ, avec toutes les forces en présence au-devant des citoyens. Dominique, je te cède la parole sur cette acceptation des outils parce que je sais que l'humanisme du numérique, ça te tient particulièrement à cœur. Ouais, en fait, moi je pense que dans le numérique, il faut avancer, même si forcément il y aura des gens qui ne seront pas à l'aise avec le numérique, mais qu'il ne faut pas que ça soit un alibi pour ne pas proposer des outils. C'est pour ça qu'on veut être volontariste. Par contre, effectivement, il faut qu'on ait tout un tas de dispositifs de solidarité entre Français, avec voilà, tout le monde qui essaye d'aider en fait les gens qu'on connaît autour de nous pour s'approprier ces outils numériques. Du côté de l'État, il y aura des permanences dans toutes les CEPAM. Sur notre territoire, avec Jean-Louis, on va essayer de mobiliser la région, la métropole. Peut-être que des entreprises joueront le jeu citoyen aussi, d'aider voilà, les gens et le grand public à prendre en compte ces outils. Moi, j'espère aussi que, je sais pas, les écoles d'ingénieurs en informatique puissent ouvrir des permanences. Moi, je pense qu'il faut jouer là-dessus. Donc, nous, on va mettre en place tout un tas de dispositifs, d'ambassadeurs, de lieux, de tiers-lieux, etc. Mais moi, j'aimerais bien qu'on bascule dans une vision un peu où, en fait, on n'attend pas comme ça, les pieds sous la table, que l'État mette le couvert, mais qu'on soit tous ensemble pour essayer de trouver voilà, des moyens d'appropriation par les citoyens. Ça sera des outils quand même faciles pour tous ceux qui sont à l'aise avec le numérique. Ceux qui sont à l'aise avec le numérique, il faut qu'ils aident les autres. Voilà un peu comment je vois les choses. Donc, il y aura des financements dédiés, des dispositifs, mais voilà, j'espère qu'il y aura une mobilisation en fait. Il y aura une mobilisation. Je disais tout à l'heure, il y a des discussions actuellement avec la Poste. Toulouse Business School s'est aussi positionné pour faire de la conviction auprès des étudiants et aller nous aider. Donc vraiment, c'est une mayonnaise qui est en train de prendre fort. Une question pour David, qui nous vient d'Ahmed Créif. Dans le cadre de l'AMI, il est possible de répondre en collaboration avec un industriel grand compte, point d'interrogation. Dans le cadre où l'on décide de répondre seul, y a-t-il un seuil de chiffre d'affaires à dépasser pour pouvoir y répondre? Donc, il n'y a pas de seuil de chiffre d'affaires à dépasser pour répondre, il y a juste le seuil du budget, comme je vous le disais. Donc, quand vous êtes une entreprise seule, c'est 3 millions d'euros de budget pour le projet. Si vous êtes en consortium, ou à plusieurs, c'est 3 millions d'euros pour le projet, minimum. Vous pouvez après, sky is the limit, voilà. Mais du coup, c'est ça le minimum. Il n'y a pas de sujet de chiffre d'affaires de la structure. Par contre, si vous êtes une structure qui débutait, qui se lançait, etc., il va falloir quand même que vous il faut quand même que vous ne négligiez pas la partie autour du modèle économique, puisque c'est quelque chose qui sera regardé attentivement, j'imagine, par le jury, lors de la présélection et lors de l'audition, bien évidemment. Et je ne me rappelle plus de la première question, Jean-Louis, c'était quoi? La première question, c'était… Je te la C'était si redonne. jamais une entreprise pouvait être à plusieurs Voilà. entreprises peuvent postuler, quelle que soit la taille de la structure. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est une entreprise seule ou plusieurs entreprises ensemble. Ou une entreprise avec un laboratoire de recherche, ou une entreprise avec un acteur académique. Enfin, voilà, voilà. Super. Mais alors, maintenant, je remercie encore David, bien sûr, et puis Dominique, parce que c'était vraiment riche et intéressant. On refera, croyez-moi. Maintenant, je voudrais passer la parole à Amélie pour Digital 113 et à Emmanuel pour Eurobiomed. Alors. Oui, me voilà. Pardon, Jean-Luc. Bonjour. D'abord, merci à tous les intervenants de ce matin, mais merci à tous les spectateurs. Je vais être très rapide, puisqu'on a déjà parlé de l'essentiel. Simplement, voilà. Moi, je suis Amélie Leclerc, je suis la directrice générale du cluster Digital 113, qui accompagne avec Eurobiomed l'initiative Occitanie Santé Numérique. Digital 113, c'est le cluster des entreprises numériques en Occitanie. Donc, notre mission, c'est de pousser les entreprises du numérique. Donc, forcément,
dès qu'on parle de numérique au service de la santé, on se doit d'être là, de pouvoir accompagner les entreprises. Je vais faire un petit spoil, mais je ne vais pas en dire plus. On a le plaisir d'avoir signé cette semaine une convention de partenariat avec Eurobiomed. J'en dis pas plus parce qu'on va bientôt vous dévoiler ce que recouvre cette convention. En tout cas, on œuvre également ensemble au lancement dès le mois de septembre de la saison santé de Digitalis Future, qui va vraiment venir en interaction avec Occitanie Santé numérique. L'objectif, ça va être de faire mieux comprendre aux acteurs du numérique qu'est-ce qu'on peut faire pour la santé, mais également aux acteurs de la santé, qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique. Donc, on est vraiment dans la même mouvance. Voilà, suivez-nous sur la plateforme Digital is Future. Voilà. Et suivez l'activité Digital 113, vous en saurez plus. Emmanuel, je te passe la parole pour présenter Eurobiomed. Merci. Bon, je vais pas présenter Eurobiomed. Vous savez ce qu'est un pôle de compétitivité. Donc, de toute façon, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc, effectivement, on a signé un partenariat avec Digital 113, mais vous en verrez plus dans la presse d'ici peu. L'idée, c'est vraiment, on voit qu'il y a beaucoup de portes d'entrée. Donc, quelle que soit la porte d'entrée, allez voir l'acteur que vous avez l'habitude d'aller voir. Si ce n'est pas le bon, nous, on est là aussi pour vous réorienter vers les bons acteurs pour vous accompagner dans le développement de vos solutions. On a vu qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Moi, j'insisterai juste sur un point. On a participé à l'AMI Bioproduction. Donc, on a vraiment incité les entreprises à déposer des projets, à se faire connaître auprès de cette AMI Bioproduction Biothérapie. Donc, j'aurai le même message pour cette AMI en santé numérique. Comme ça a été montré, c'est des candidatures qui sont simples. Je sais qu'on va un peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir. On voit des appels à projets qui sont très cadrés, avec des réponses sur la plateforme BPI, sur des fichiers Excel, de modèles économiques et autres. Là, vraiment, ce qui est attendu, c'est un peu à rebours de ce qu'on a l'habitude de voir, mais allez-y, faites-vous connaître, présentez vos projets. On a vu qu'il y allait y avoir des financements, donc vraiment, c'est une bonne opportunité à saisir. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci beaucoup. À nouveau, merci à tout le monde d'avoir participé. Eliane aussi, puis les salariés Digital 113 qui m'aident beaucoup dans Occitanie Santé Numérique et qui nous aident beaucoup. Donc, merci encore. Moi, je me tiens à votre disposition pour répondre évidemment à l'ensemble des questions et en faire passer à nos deux intervenants si jamais il était nécessaire de le faire et que vous n'aviez pas des réponses en direct. Je veux remercier encore 1000 fois David parce que vraiment Genius, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez la peine d'aller voir, vous allez voir que ça simplifie complètement la vie sur des questions, mais hyper larges, comme le dispositif médical, comme le financement, il l'a dit, j'y reviens pas. Et puis tous ces événements qui ont lieu là, ces échanges, ces podcasts, c'est vraiment super sympa. Ça met un lien entre guillemets, le national et le régional. Et nous, le régional, on est là pour faire le relais. Donc, David, on est à ta entière disposition. Tu sais qu'on est exigeant, tu sais qu'on vient vers toi, tu sais que je t'ennuie souvent et je continuerai. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci à tous. Et puis, au plaisir pour la prochaine session. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, bonne journée à tous.